Lydia Barnéou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directrice d'une association importante à Mayotte et qui commence à être connue. Tout à fait, l'association Akizawanatsa, qui veut dire les droits de l'enfant. Vous avez samedi lancé la 5e campagne annuelle mahoraise, spécifique pour notre département, pour la protection des droits de l'enfant. Et vous avez lancé samedi cette conférence autour des résultats d'une étude que le collectif d'associations que vous animez a réalisé à Mayotte. Et il y a quelques chiffres que je voulais partager avec les téléspectateurs et avec les auditeurs, moi franchement qui m'ont glacé en réalité. C'est pour ça que j'ai envie de les partager parce qu'ils sont tellement importants que c'est un peu sidérant. Dans cette étude que vous avez réalisée, donc avec des techniques fiables, on ne remet pas du tout en question la manière dont vous avez conduit l'étude, 68 000 personnes à Mayotte seraient victimes d'inceste, dont 30 000 dans la sphère intrafamiliale. 37% des personnes que vous avez interrogées dans le cadre de cette étude se disent victimes d'agressions sexuelles. Et parmi ces 37%, enfin en tout cas parmi ces victimes plus précisément, 10% ne savent pas que les faits qu'elles subissent sont une infraction. C'est terrifiant. Oui, c'est terrifiant, c'est vertigineux. C'est quelque chose qui nous aussi nous a fortement impacté, fortement ému. Et c'est ce qui fait qu'on a décidé effectivement de faire un deuxième volet de cette sensibilisation contre les violences sexuelles sur les enfants à Mayotte. Comment on peut faire changer les choses? Car quand on préparait cette émission, vous me disiez qu'il y avait dans la société mahoraise beaucoup de tabous qui subsistent sur l'inceste. Déjà, ces tabous, quels sont-ils? Qu'on le dise qu'entre nous, on se parle vrai? Oui, je vous disais effectivement qu'il y a plusieurs types de violences dans la société, mais il y a un seul type de violence qui est complètement passé sous silence, c'est bien les violences sexuelles. Et paradoxalement, c'est un peu dommage puisque c'est bien les seules violences pour lesquelles on a la solution. Pour lesquelles déjà on est tous unanimes, il faut les condamner, ce sont des crimes, et pour lesquels ensuite on a la solution, il faut parler, il n'y en a pas d'autre de solution. Si on veut stopper ces agresseurs qui vont continuer à perpétrer leurs crimes, et si on veut aider et accompagner les personnes victimes, on doit parler en fait, on n'a pas d'autre possibilité. Vous parliez de tabou, je vais pas tourner autour du pot, notamment celui de la virginité, effectivement. Le fait qu'une victime ici qui perd sa virginité alors qu'elle est victime va pouvoir être dévalorisée et qu'on va lui dire mais il vaut mieux passer sous silence parce que ça va être encore plus compliqué pour toi, c'est pour la protéger au départ, ça c'est un réel problème effectivement. Vous disiez que 99% des victimes connues, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, 99% des victimes sont des petites filles. Avec une moyenne d'âge de quel âge, Lydia ? Alors, l'âge moyen des premières violences sexuelles se situe autour de 10 ans. Et ça, c'est un chiffre qui est tiré d'Ipsos au niveau national, même international. Donc, c'est pour ça qu'il faut agir vite, c'est pour ça qu'il faut agir tôt, c'est pour ça qu'il faut parler. Mais vous dites il faut parler. C'est pas forcément... Quand on reprend les chiffres, 30 000 dans la sphère intrafamiliale, ça veut dire que c'est un proche, c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est quelqu'un éventuellement, enfin même pas éventuellement, que l'on fréquente. Ouais. Quand on est un enfant, parler, c'est difficile. Oui, c'est difficile d'autant plus qu'on ne crée pas nécessairement les conditions qui vont permettre de sécuriser cette parole. Je suis bien d'accord. Nous, tout l'objet de notre sensibilisation et le fait de rassembler vraiment l'ensemble des acteurs, elle est là. Elle est pour créer les conditions de sécurisation de cette parole qui va dire, l'enfant va se dire là, ok, je vois autour de moi, des choses se passent. Les adultes autour de moi disent, si tu es victime, parle-en, trouve quelqu'un à qui te confier, qui va t'orienter vers les personnels de santé, vers les professionnels qui vont pouvoir t'aider à te reconstruire déjà. Mais comment pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient besoin, comment on fait? On va voir qui? C'est qui l'adulte que l'on va voir en premier? C'est sa maman? C'est son enseignant à l'école? C'est qui? Parce que 10 ans, on est petit. Ça va dépendre de la victime, ça va vraiment dépendre de la personne et de son vécu et de sa situation en général. Alors 70% des personnes victimes parlent, se confient au moins une fois. Effectivement, le problème après, c'est de savoir à qui et qu'est-ce qu'on va faire de cette parole. Nous, ce qu'on veut faire, c'est sensibiliser sur que faire de cette parole, c'est-à-dire déjà être vigilant. Moi, si vous voulez, ça fait 12 ans que je suis enseignante à Mayotte. Me dire qu'en face de moi,
moi, j'ai 3 à 5 enfants, voire on l'a vu 5 à 10 enfants, puisque là on parlait que des violences intrafamiliales, mais c'est 44% de l'ensemble de violences sexuelles. Donc si vous voulez, le chiffre est effectivement astronomique. De me dire que ces personnes en face de moi, je ne suis pas capable de les aider, je ne suis peut-être pas suffisamment vigilante, me demander qu'est-ce que je dois faire si quelqu'un trouve la force et remet sa confiance, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas me tromper, pour faire bien, ça c'est ce qui est contenu dans la charte, et je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je pense que ça peut sauver des vies, sincèrement. C'est la charte des droits de l'enfant, c'est ça? Voilà, alors c'est la charte qu'on a construite l'an dernier avec les 30 structures partenaires, qui a été encore cette année mis en avant pour la signature donc, par les communes de Mayotte, qui a été signée par monsieur le préfet, le recteur, le colonel de gendarmerie, le directeur de la police nationale, le président du tribunal judiciaire, l'ARS, le collectif. Elle a quel objectif, Lydia, cette charte? Elle a clairement cet objectif donc, de s'engager, mais aussi de savoir comment agir, réagir et lutter. Et ce n'est pas des 20 mots, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez notamment 12 pages d'annexes qui précisent toutes les questions en fait, qu'on se pose fort légitimement. Pour l'avoir relu hier, effectivement, c'est toutes les conséquences en fait, immédiates sur le plan physique, psychique, social, aussi sur les conséquences à moyen terme ou à long terme, pour pouvoir mieux identifier, pour pouvoir mieux accompagner ces personnes victimes vers les structures, vers des personnes qui vont pouvoir les aider. Alors à Mayotte, il y a l'ACFAV notamment, et sur nos affiches, vous retrouvez le numéro 5555 qui permet... C'est un numéro, donc le 5555, pour nos téléspectateurs et pour nos auditeurs, c'est un numéro que tout le monde peut utiliser sur un téléphone portable, c'est gratuit. Comment ça fonctionne, ce numéro, Lydia? Oui, c'est un numéro gratuit. Alors parfois, ça ne fonctionne pas avec Only, hein, vous voyez, on est encore... voilà. Mais en tout cas, il y a un accueil en français, Kibushi et Shimaore, qui se fait. Il y a le 119, Enfance en danger aussi, qu'on connaît bien. Il y a le numéro de la cellule basse, donc des informations préoccupantes de la CRIP, du conseil départemental. Ça aussi, c'est important de savoir qu'il y a une protection administrative auprès du conseil départemental. S'il n'y a pas forcément une situation de danger avéré, mais qu'il y a une suspicion qui nécessite une évaluation. Et puis d'un autre côté, il y a aussi une protection judiciaire qui, là, pour le cas d'un danger avéré ou d'une suspicion de violence sexuelle sur mineur, va de suite remonter aux procureurs qui peuvent ensuite statuer et entamer en tout cas une enquête. Une 5e campagne donc, qui a commencé samedi, qui va s'étendre jusqu'à mi-novembre. Elle a quel objectif, cette campagne, Lydia? Alors, cette campagne, elle a 2 objectifs. La première, elle est de pouvoir déployer les outils qu'on a construits ensemble l'an dernier, parce que finalement, on se rend compte que ce n'est pas forcément plus évident de déployer des outils qui pourtant ont montré leur efficacité que de les faire. Voilà, donc on a mis des semaines à les faire tous ensemble. Je les rappelle quand même parce qu'ils sont importants. Donc il y a une bande dessinée des cailloux sur la mer que je vous offrirai en partant, qui est ici, qui permet vraiment, donc qui a été fait à Mayotte, pour Mayotte. Devant vous. Voilà, très bien. Elle est ici. Voilà, donc qui a montré effectivement et qui permet de servir de prétexte pour vraiment aborder ce sujet qui n'est pas évident. Avec les enfants. Avec les enfants, pour les enfants, qui a été fait vraiment par une dizaine de personnes à Mayotte et avec nombre de relecteurs pour s'assurer qu'effectivement l'outil est pertinent. Une charte donc, c'est pas parce que le recteur l'a signée, c'est pas parce que le préfet l'a signée, on est bien d'accord, il faudrait que l'ensemble des enseignants, l'ensemble des personnels, des bénévoles, des professionnels de tous les secteurs puissent la lire, la signer, voir les annexes, parce qu'en fait, sincèrement, je pense que ça peut sauver des vies. Et puis, on a une campagne graphique et audiovisuelle, on espère qu'il va être diffusée largement, donc des affiches, donc avec les numéros d'urgence, pour montrer aussi que la mobilisation est totale, puisqu'on est quand même une trentaine de structures, et des clips. Donc des clips qui passent sur votre chaîne, qui passent sur la première, mais ça coûte un bras, donc il faut aussi peut-être que les enseignants, peut-être que les familles puissent montrer ces 45 secondes en Kibushi, en Shimaore, et là aussi ça va venir parler de cette cause et avertir, prévenir, dire ce qu'il faut faire. Voilà, on va essayer d'en créer de nouveaux, notamment auprès des publics en situation de handicap, parce que ça nous paraît très important. Le but, c'est d'aider à prendre la parole. C'est que des enfants victimes, en voyant et en écoutant, en entendant ces outils, puissent se dire « je parle ». Ou le but pour vous, ou les deux peut-être, hein, c'est que plus de personnes participent à relayer ce travail que vous avez fait. Les deux, ça va de pair. Sincèrement, ça va de pair. C'est-à-dire qu'effectivement, on veut créer les conditions de sécurisation de la libération de la parole. Ça nous paraît vraiment fondamental. L'idée, c'est de stopper les agresseurs, parce qu'en fait, ils continuent, parce qu'on parle des victimes, mais on oublie souvent de parler des agresseurs. Nous, ce qu'on voudrait à terme, c'est d'avoir une enquête professionnelle. Donc là, on a le directeur de l'Observatoire régional de santé qui nous en propose une. Alors, il faut la financer. Donc, on attend après le conseil départemental, la préfecture et l'ARS, qui nous permettrait réellement d'affiner ces chiffres et de guider les politiques en matière d'éducation à la sexualité, d'identification et de traitement des signalements,
de prise en charge, d'accompagnement des personnes victimes et de suivi des agresseurs. Alors, parmi les chiffres que vous évoquiez, il y en a quand même un. Alors, je rappelle que 68 000 victimes d'inceste à Mayotte, c'est 2 fois plus qu'en métropole. C'est ça, je me trompe pas. En fait, si vous voulez, on est sur des ratios, donc Ipsos France, projetés sur une population mahoraise, INSEE, donc en plus certainement sous-estimé, et donc on atteint ce chiffre de 68 000 personnes. Le problème, c'est quand on le projette une fois sur l'enquête Wamito qu'on a menée l'an dernier, là on s'aperçoit que c'est le double. Donc en fait, si vous voulez, non, c'est pas 68 000, ça serait 120 000, 130 000. C'est vertigineux. C'est vertigineux. Un autre chiffre, moi, que je trouve inquiétant, 10% des gens victimes ne savent pas que ce qu'elles ont subi est une infraction. Ça veut dire que dans la société, c'est banalisé. Ça veut dire surtout qu'en fait, elles n'ont pas les outils pour savoir que c'est ce qu'elles vivent. Et ça se retrouve beaucoup dans le cas de l'inceste. Dans le cas de l'inceste, parmi ces 10% que vous citez, 82% d'entre elles disent n'avoir jamais reçu aucune éducation familiale à la vie affective et sexuelle dans leur jeunesse. Donc tout s'explique. Surtout dans le cas de l'inceste, comme je disais, l'enfant ne sait pas en fait que ce qui se passe, c'est mal. Il n'arrive pas, alors en plus, si on peut en parler rapidement, il y a 2 phénomènes qui se créent, notamment l'état dissociatif, qui fait que la personne, dans un état de stress, surtout quand on est très jeune, le cerveau disjoncte en fait, c'est-à-dire qu'il continue d'enregistrer les informations, mais en fait il disjoncte, donc la personne n'est plus en capacité de toute façon de réagir, si tant est qu'un enfant puisse être en capacité de réagir face à quelqu'un qui a autorité sur lui, et qui crée aussi notamment des amnésies traumatiques, où la personne, nous on en a eu encore une récemment, à 40 ans va se rappeler de quelque chose qui lui est arrivé à ses 4 ans. Lydia, pour tous les agresseurs qui nous écoutent, parce que s'il y a 68 000 victimes, il y a au moins 68 000 agresseurs, un homme ou une femme qui agresse un enfant, qui le violente ou qui abuse de lui, il risque quoi ? Il risque quoi ? Il risque la prison. Combien d'années ? Bonne question. Alors, vous m'auriez dit pour non-dénonciation, je vous aurais dit c'est 3 à 5 ans en fonction de si la personne est mineure. La loi est compliquée, d'ailleurs, 53% ne la connaissent pas et 63% se trompent. Et vous voyez, j'ai encore lu hier et je pense effectivement ne pas posséder ce chiffre sur moi. Par contre, c'est l'incarcération, c'est certain. Et ça dépend en fait des faits. Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des signalements, il y en a très peu. On disait 68 000 victimes, admettons. On est à 1000 signalements. On est à 157 qui sont judiciarisés, on est à 40 qui sont poursuivis. Donc là, il y a un problème qui a été largement évoqué, notamment par le procureur et son substitut lors du colloque l'an dernier, qui n'est pas le fait de l'institution judiciaire, qui n'est le fait de personnes particulièrement, mais qui en tout cas questionne effectivement. Et effectivement, on ne va pas se cacher que ça va être compliqué de dire à l'enfant de créer des conditions de libération de la parole si derrière il n'y a pas un suivi et une meilleure prise en charge également des agresseurs. D'ici au 19 novembre, la fin de votre campagne, vous revenez sur le plateau, qu'on ait l'occasion de prendre d'autres points bien particuliers et de pouvoir évoquer tout ça ? Volontiers. De toute façon, on fait un bilan intermédiaire mi-octobre comme chaque année. Sur lesquels on se permettra de pouvoir justement faire le point sur le déploiement des outils, sur les avancées, sur les chiffres qu'on attend également. Ce sera l'occasion. Voilà. Merci beaucoup Lydia. Merci à vous. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.